Mon épouse m'a refusé toute intimité chaque jour après notre mariage pendant 2 mois. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit « Mon corps, mon choix, tu n'as aucun droit ». Alors, j'ai demandé au tribunal la dissolution du mariage. Ce qui s'est passé ensuite a été plutôt inattendu. 187 appels manqués de ma femme. Voici l'histoire. Je m'appelle Marcus Hay. J'ai 36 ans, et je pensais sincèrement avoir décroché le gros lot en épousant Clara. Oui, je sais ce que vous pensez. Oh, super. Encore une histoire triste d'un type d'âge moyen qui n'arrive pas à comprendre les femmes. Mais écoutez-moi bien, car ce n'est pas votre histoire typique de « ma femme ne me comprend pas » que vous trouveriez griffonnée sur un forum Reddit à 2 heures du matin. Le mariage était tout droit sorti d'un conte de fées. Et je ne suis même pas sarcastique pour une fois. Imaginez. Clara était absolument magnifique dans cette robe blanche fluide qui a probablement coûté plus cher que ma première voiture. Le lieu était ce magnifique complexe hôtelier au bord d'un lac qui donnait à toutes les stories Instagram l'allure de photographie professionnelle. Et le tout était rempli de plus de rires et de larmes de joie qu'un marathon de comédie romantique. Bon sang, même mon vieux moi cynique a eu la gorge serrée quand je l'ai vu descendre l'allée. Les promesses que nous nous sommes faites. Elles semblaient réelles, vous savez, comme si nous construisions vraiment quelque chose de solide ensemble, quelque chose qui durerait plus longtemps qu'une tendance TikTok. Je croyais sincèrement que l'intimité suivrait naturellement après que nous ayons dit « oui ». Appelez-moi vieux jeu ou autre, mais je pensais que c'est ainsi que fonctionnait le mariage. Vous vous aimez, vous vous engagez l'un envers l'autre, et puis vous vous connectez vraiment l'un à l'autre à tous les niveaux, physique, émotionnel, spirituel, tout le tralala. Je veux dire, nous étions ensemble depuis 2 ans avant de nous marier. Et bien que nous ayons gardé les choses assez traditionnelles en termes d'attente, il y avait définitivement une chimie entre nous. Le genre qui me faisait penser que notre lune de miel allait être absolument incroyable. Mais oh là là, j'allais avoir un réveil brutal qui ferait passer une douche froide pour des vacances tropicales. 2 mois. 61 jours pour être exact. Parce que oui, je comptais comme un adolescent désespéré. Chaque nuit, Clara trouvait une nouvelle façon créative d'éviter tout contact physique. Et je ne parle pas seulement de sexe ici. Je parle de tout. Pas de main dans la main, pas de câlin sur le canapé pendant les binges Netflix. Pas de baiser spontané dans la cuisine en préparant le café. Rien. Nada. Zilch. Je suis fatigué, est devenue son excuse préférée, prononcée avec le même enthousiasme que la plupart des gens réservent à la lecture de polices d'assurance. Où elle utilisait le mouvement classique de faire semblant de s'endormir en faisant défiler son téléphone, ce qui est honnêtement impressionnant étant donné qu'elle arrivait d'une manière ou d'une autre à dormir malgré la lumière vive de l'écran. Mais se réveiller instantanément si je changeais de position de mon côté du lit. Au début, j'ai joué le rôle du mari compréhensif à la perfection. Je veux dire, s'adapter à la vie conjugale peut être difficile, n'est-ce pas? Peut-être était-elle stressée par le travail, ou encore sous le choc du chaos de la planification du mariage, ou confrontée à un drame familial dont je n'étais pas au courant. Je me suis convaincu que la patience était la clé ici, que pousser le problème ne ferait qu'aggraver les choses. Alors, j'ai attendu, et attendu, et attendu encore, comme un idiot faisant la queue pour un restaurant qui est clairement fermé depuis des heures. Mais à mesure que les semaines s'écoulaient à la vitesse de la bureaucratie gouvernementale, ma patience a commencé à se transformer en confusion, qui a ensuite évolué en un sentiment amer et rongeant que quelque chose n'allait pas fondamentalement dans notre mariage. Je restais éveillé la nuit, fixant le plafond et me demandant ce que j'avais bien pu faire de mal. N'étais-je pas assez attirant, pas assez romantique? Avais-je une sorte d'odeur corporelle étrange qui tuait le mariage et qui ne s'activait qu'après avoir prononcé des vœux? Le pire était de voir Clara agir complètement normalement dans tous les autres aspects de notre relation. Elle discutait avec moi de sa journée, riait de mes blagues nulles, planifiait même des activités de week-end ensemble. Mais dès que quelque chose pouvait mener à l'intimité physique, c'était comme si elle avait une sorte de champ de force invisible qui s'activait plus vite qu'on ne pouvait dire « tue l'ambiance ». Au moment où nous avons atteint la barre des 2 mois, je devenais légèrement fou. Non pas le genre de folie amusante où l'on commence à collectionner des capsules de bouteilles vintage ou à apprendre à jongler avec des torches enflammées, mais le genre qui broie l'âme où l'on remet en question toute son existence et où l'on se demande si l'on est le problème dans chaque équation. La 60e nuit, j'ai enfin eu le courage d'avoir la conversation. Vous savez laquelle? La discussion sur la relation que tous les hommes redoutent plus qu'une dévitalisation dentaire effectuée par un dentiste les yeux bandés.
j'ai attendu que nous soyons tous les deux au lit, la pièce sombre, à l'exception de la lueur bleue agaçante de l'écran de son téléphone, et j'ai pris une profonde inspiration qui m'a semblé être la dernière. C'est elle, j'ai dit, et ma voix a craqué comme si je traversais à nouveau la puberté. Le fait est, ce n'était pas craquant de colère ou de frustration. C'était craquant de pure et simple douleur. Nous sommes mariés depuis 2 mois maintenant. Pourquoi ne m'as-tu pas touché une seule fois? Pas une seule fois. Je m'attendais à ce qu'elle devienne défensive, peut-être qu'elle pleure un peu ou au moins qu'elle montre une sorte d'émotion qui indiquerait qu'elle se souciait de mes sentiments. Ce que j'ai eu à la place, c'est une réponse si froide qu'elle aurait pu congeler un feu de joie. Elle n'a même pas posé son téléphone, n'a même pas regardé, a juste donné sa réponse avec le même ton qu'elle aurait utilisé pour dire à un télévendeur qu'elle n'était pas intéressée. Mon corps, mon choix, tu n'as aucun droit. Et c'est là que je l'ai senti. Quelque chose en moi n'a pas seulement craqué. Cela s'est complètement brisé en 1 million de petits morceaux que je savais ne jamais pouvoir rassembler. Ce n'était pas la femme dont j'étais tombé amoureux. Ce n'était pas la femme qui avait promis de m'aimer, de m'honorer et de me chérir il y a tout juste 60 jours. C'était une étrangère portant le visage de ma femme, prononçant une phrase qui semblait tout droit sortie d'un manifeste féministe tordu conçu pour détruire les mariages. Cette nuit-là, allongée dans l'obscurité pendant que Clara retournait faire défiler les ordures de médias sociaux insignifiantes qui étaient plus importantes que son mari, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'allais mettre fin à cette mascarade de mariage avant qu'elle ne finisse de empoisonner ce qu'il restait de mon âme. Entrer dans ce tribunal, c'était comme pénétrer une réalité alternative tordue où tout ce que je croyais savoir de ma vie allait être bouleversé et secoué comme une boule à neige manipulée par un bambin trop enthousiaste. Mes pas étaient calmes et mesurés, j'avais pratiqué cette marche dans ma tête 1 millier de fois au cours des dernières semaines, mais ma poitrine me semblait porter le poids de chaque nuit sans sommeil, de chaque avance rejetée et de chaque moment d'anéantissement de l'âme des 2 derniers mois. Le tribunal lui-même était exactement ce à quoi on peut s'attendre de l'architecture gouvernementale, stérile, intimidant et conçu pour vous donner l'impression d'être sur le point d'être traité dans une sorte de broyeur bureaucratique. Le genre d'endroit où l'espoir va mourir avec votre foi dans le système judiciaire américain. Mais bon, au moins l'éclairage fluorescent faisait des merveilles pour le teint de tout le monde. Et par merveille, je veux dire nous faire tous ressembler à des figurants d'un film d'apocalypse zombie. Clara, bien sûr, est arrivée avec un retard à la mode, car apparemment, même les procédures de divorce n'étaient qu'une autre occasion pour elle de faire une entrée dramatique. Elle a défilé dans un costume de designer qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, ressemblant à quelqu'un qui venait de sortir d'une publicité pour un cabinet d'avocats haut de gamme. La femme avait l'audace de se draper dans des tissus coûteux et d'agir comme si elle était la victime dans tout ce scénario tordu. Je devais admirer son engagement dans la performance, même si cela me donnait envie de rire hystériquement ou peut-être de simplement crier dans le vide. Au moment où elle est entrée dans cette salle d'audience, elle est immédiatement passée en mode victime plus vite qu'un politicien ne change de position pendant la saison électorale. Avant même que le juge n'ait eu le temps de s'installer correctement, Clara peignait déjà un tableau élaboré de moi comme une sorte de monstre instable et exigeant avec qui il était impossible de vivre. Selon son histoire lacrymale savamment élaborée, j'étais apparemment ce mari contrôlant qui faisait des demandes déraisonnables et créait un environnement familial hostile qui ferait passer une prison de haute sécurité pour un confortable gîte et petit déjeuner. Elle a parlé de la façon dont j'étais émotionnellement abusif. Et laissez-moi vous dire, cela m'a vraiment piqué parce que c'est une accusation passe-partout qu'il est impossible de défendre sans avoir l'air sur la défensive. Elle a mentionné mes attentes irréalistes et s'est présentée comme cette pauvre femme innocente qui essayait juste de naviguer dans la vie conjugale avec un mari qui avait clairement de graves problèmes psychologiques. La façon dont elle le racontait, on aurait cru que j'étais une sorte d'homme des cavernes qui s'attendait à ce qu'elle s'incline devant chacun de mes caprices pendant que je restais assis à me gratter et à grogner sur mes besoins masculins. Mais voici la vérité. Elle a cette fâcheuse habitude d'être persistante, un peu comme cette amie qui continue de vous envoyer des SMS même après que vous ayez clairement mis fin à la conversation. Quand mon tour est venu de parler, je me suis levé et j'ai ressenti un étrange sentiment de calme m'envahir. Peut-être était-ce parce que j'avais enfin atteint le point où je n'avais absolument plus rien à perdre. Ou peut-être était-ce parce que je savais que j'étais sur le point de lâcher quelques bombes de vérité qui feraient s'effondrer la façade soigneusement construite de Clara plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. Votre honneur, j'ai commencé, et ma voix était plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Pendant 2 mois entiers de mariage, j'ai été privé non seulement d'intimité physique, mais de toute forme d'affection.
Quand j'ai finalement eu le courage de demander à ma femme pourquoi cela se produisait, sa réponse a été, et je cite, « Mon corps, mon choix. Vous n'avez aucun droit. Il ne s'agit pas de sexe, votre honneur. Il s'agit de respect, de confiance et du fondement même de ce que le mariage est censé représenter. » J'ai vu le juge se pencher légèrement en avant, clairement intrigué par ce départ du drame de divorce typique, il a dit, elle a dit, qui remplissait probablement son calendrier quotidien. La salle d'audience, qui bourdonnait du genre de bavardage discret que l'on attend des gens qui attendent leur tour pour laver leur linge sale en public, est soudainement devenue si silencieuse que l'on pouvait entendre l'estomac de quelqu'un grogner 3 rangées plus loin. Clara, quant à elle, maintenait ce petit sourire suffisant qui était devenu son expression fétiche chaque fois qu'elle pensait gagner une dispute. Vous connaissez ce regard, celui qui dit « Je suis tellement plus intelligente que tout le monde dans cette pièce, et vous êtes tous trop stupides pour le réaliser. » C'est la même expression que les gens adoptent lorsqu'ils pensent avoir réussi à manipuler une situation à leur avantage, complètement inconscients du fait que leur château de cartes est sur le point de s'effondrer autour d'eux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de porter le coup de grâce que j'avais gardé pour ce moment précis. Votre honneur, j'ai la preuve concrète qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être ma femme. Elle avait d'autres projets dès le début, des projets financiers. La satisfaction de voir ce sourire confiant commencer à se fissurer était meilleure que le matin de Noël, gagner à la loterie et découvrir que votre émission de télévision préférée a été renouvelée pour une autre saison, le tout réuni en un seul moment glorieux. On pouvait en fait voir la seconde exacte où Clara a réalisé que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi intelligente qu'elle le pensait. Son visage a subi une transformation fascinante qui aurait été hilarante si elle n'avait pas été si pathétique. Confusion, puis inquiétude, puis l'horreur naissante de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il jouait aux échecs pendant que tout le monde était passé à un jeu complètement différent. Son avocat, un type à l'allure lisse qui facturait probablement à la minute et qui avait clairement été pris complètement au dépourvu par cette révélation, a commencé à tripoter ses papiers comme s'il essayait de trouver une échappatoire légale magique qui ferait disparaître toute cette situation. On pouvait pratiquement le voir calculer mentalement la valeur de sa provision par rapport à la part de sa réputation professionnelle qu'il était prêt à risquer en défendant quelqu'un qui était apparemment sur le point d'être démasqué comme une fraude. L'ambiance de la salle d'audience a complètement changé à ce moment-là. Ce qui avait commencé comme une procédure de divorce routinière se transformait soudainement en quelque chose de beaucoup plus intéressant et potentiellement criminel. Les gens se redressaient. Des téléphones étaient discrètement sortis pour enregistrer ce qui allait clairement devenir le drame juridique le plus divertissant que quiconque ait vu dans ce paisible tribunal depuis des mois. La confiance de Clara, qui avait été son armure tout au long de cette épreuve, se fissurait plus vite que de la peinture bon marché en plein soleil. Elle essayait de garder son calme, mais on pouvait voir son esprit s'emballer, essayant probablement de déterminer exactement ce que je savais et à quel point elle était réellement foutue. La femme qui était entrée dans ce tribunal en agissant comme si elle possédait les lieux regardait soudain autour d'elle comme un animal acculé, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Le moment de vérité était arrivé, et laissez-moi vous dire, c'était plus satisfaisant que de enfin faire éclater ce morceau de papier bulle que vous aviez gardé ou de regarder votre star de télé-réalité la moins préférée se faire éliminer de l'île. J'ai fait un signe à mon avocat, qui a remis une chemise cartonnée au greffier avec le genre de révérence habituellement réservé à la manipulation d'artefacts anciens ou de matériaux nucléaires. Ce dossier contenait des captures d'écran numériques qui allaient transformer le monde de Clara en un cratère fumant, et j'allais savourer chaque seconde de ce spectacle. La greffière, une femme sans fioriture qui semblait avoir vu toutes les saveurs possibles de la stupidité humaine défiler dans cette salle d'audience, a remis ses captures d'écran au juge comme si elle prononçait la peine de mort de quelqu'un, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Le juge a ajusté ses lunettes avec le mouvement expérimenté de quelqu'un qui avait passé des décennies à déchiffrer ce que les gens essayaient de faire passer pour la vérité dans son tribunal et a commencé à lire le premier message à haute voix. Ne vous inquiétez pas, les filles. Je ne l'ai pas épousé par amour. J'avais besoin de sécurité. Une fois que j'aurai accès à ses comptes, il ne sera plus qu'un tremplin. Le silence qui a suivi était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber dans le comté voisin. C'était le genre de silence qui vous rend soudain conscient de votre propre rythme cardiaque, de votre respiration, et du fait que tout le monde dans la pièce venait de réaliser collectivement qu'il assistait à l'implosion de la vie de quelqu'un en temps réel. La voix du juge avait porté les propres mots de Clara avec le genre de clarté qui les rendait impossibles à mal interpréter ou à expliquer. Je me suis tourné pour regarder Clara, et mon Dieu, la voir perdre ses couleurs, c'était comme regarder une vidéo en accéléré de quelqu'un vieillir de 30 ans en 30 secondes.
Sa peau est passée de sa lueur saine habituelle au genre de pâleur que l'on voit chez les gens qui viennent de recevoir de très mauvaises nouvelles de leur médecin. La femme confiante et manipulatrice qui était entrée dans cette salle d'audience était rapidement remplacée par quelqu'un qui avait l'air de réaliser qu'elle se tenait au milieu d'un champ de mines, portant des claquettes. Mais le juge n'avait pas fini. Oh non, il ne faisait que s'échauffer. Et apparemment, ma chère épouse lui avait fourni beaucoup de matière à travailler. Le message suivant a frappé la salle d'audience comme une bombe verbale qui faisait passer le premier pour une douce tape amoureuse. 2 mois de rejet l'affaibliront. Il sera désespéré quand je ferai pression pour le contrôle financier. Des halètements ont parcouru la salle d'audience comme une vague d'horreur collective mêlée de fascination morbide. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage qui avait mal tourné. Il s'agissait d'une manipulation calculée qui avait été planifiée dès le début. Les gens assis sur ces bancs en bois inconfortables n'assistaient pas seulement à un divorce. Ils avaient une place au premier rang pour le démasquage complet de quelqu'un qui avait transformé le mariage en une escroquerie à long terme. La bouche de Clara s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson qui avait été tiré de l'eau et essayait désespérément de respirer. La femme qui avait toujours une réponse rapide, une diversion intelligente ou un mensonge parfaitement élaboré prêt à être déployé était soudainement sans voix. C'était honnêtement fascinant de voir quelqu'un qui avait construit toute son existence autour de la manipulation réaliser qu'elle avait finalement été manipulée. Son avocat avait l'air de se demander sérieusement si son diplôme de droit était assorti d'une sorte de garantie qui lui permettrait de le rendre et de se lancer dans une profession moins destructrice pour l'âme. Le pauvre bougre feuilletait ses papiers avec l'énergie désespérée de quelqu'un qui essaie de trouver une bouée de sauvetage sur un navire qui coule. Mais il n'y a pas de précédent juridique pour défendre quelqu'un contre ses propres messages textes stupidement incriminants. Puis Clara a retrouvé sa voix, et ce qui en est sorti était exactement le genre de contrôle des dégâts pathétiques que l'on attend de quelqu'un dont le plan directeur venait d'être exposé au monde. Elle a commencé à bégayer quelque chose sur le fait que ce n'était que des blagues entre amis, que tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas quand il se défoule, que je sortais tout de son contexte et que j'étais vindicatif. Sa voix devenait de plus en plus aiguë et frénétique à chaque mot, comme un moteur de voiture qui a été poussé bien au-delà de ses limites et est sur le point d'exploser spectaculairement. « Votre honneur » dit-elle, sa voix se brisant comme de la glace mince sous pression. Ces messages sont complètement sortis de leur contexte. Les femmes disent des choses à leurs amis quand elles sont frustrées qu'elles ne veulent pas vraiment dire. C'est juste une conversation de filles. Nous nous défoulions juste et mon mari utilise des conversations privées pour me faire passer pour une sorte de monstre. Le désespoir dans sa voix était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau et le servir pour le dîner. Elle lançait toutes les excuses possibles qu'elle pouvait imaginer, espérant que quelque chose, n'importe quoi, tiendrait assez longtemps pour créer un doute raisonnable. Mais voici la chose à propos des preuves numériques. Elle ne se soucie pas vraiment de vos sentiments ou de vos tentatives désespérées de recadrer la réalité. Le juge la regarda avec le genre d'expression que les juges perfectionnent probablement au fil des années à traiter avec des gens qui pensent pouvoir s'en sortir avec des mots. C'était un regard qui disait « J'ai entendu toutes les excuses du livre, et la vôtre n'arrive même pas aux notes de bas de page. » Il brandit les papiers contenant ces messages comme s'il s'agissait de la pièce à conviction à dans un procès pour meurtre. « Madame Aïe, dit-il, et la façon dont il insista sur « Madame » donnait l'impression qu'il se demandait si elle méritait même d'utiliser mon nom de famille. Ces messages montrent une préméditation et une intention de fraude claire. Ils détaillent un plan spécifique pour manipuler votre mari émotionnellement et financièrement. Ce n'est pas une conversation de filles. C'est la preuve d'une fraude matrimoniale. La salle d'audience bourdonnait maintenant d'une énergie que l'on ressent lorsque les gens réalisent qu'ils sont témoins de quelque chose dont on parlera pendant des années. Des téléphones portables apparaissaient discrètement alors que les gens essayaient de capturer ce moment pour leur flux de médias sociaux, car apparemment, même la destruction complète de la vie de quelqu'un devait être partagée avec Internet. Clara regardait autour d'elle dans la salle d'audience comme si elle cherchait quelqu'un, n'importe qui pourrait croire ses explications de plus en plus ridicules. Mais la vérité a cette fâcheuse habitude d'être assez évidente une fois qu'elle est exposée noir sur blanc. Ses propres mots la condamnaient plus efficacement que n'importe quel avocat n'aurait pu le faire. Sa confiance, qui avait été sa principale arme tout au long de notre relation, était maintenant complètement brisée. La femme qui avait toujours eu 3 longueurs d'avance sur tout le monde s'était finalement fait prendre au dépourvu. Et l'avoir réalisé qu'elle n'avait absolument aucun moyen de sortir de cette situation était plus satisfaisant que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Vous connaissez ce sentiment quand vous jouez au poker et que vous tenez une quinte flush royale alors que tout le monde pense qu'ils sont chauds avec leurs mains médiocres?
C'est exactement ce que j'ai ressenti en regardant Clara se tortiller dans son costume de designer, essayant désespérément de convaincre le juge que ses messages textes n'étaient que des conversations innocentes de filles. La femme était pratiquement en train de fondre plus vite qu'une crème glacée sur un trottoir de Phoenix en juillet, mais je n'en avais pas encore fini avec elle. Loin de là. J'avais une dernière carte à jouer, et celle-ci allait être la qui anéantirait complètement toute chance qu'elle avait de s'en sortir avec ne serait-ce qu'un sou. La belle ironie de tout cela était que Clara m'avait pratiquement donné l'arme dont j'avais besoin pour la détruire. Elle avait été si désireuse de me faire tout signer rapidement qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire ce à quoi elle me faisait consentir. Enfoui dans nos papiers de mariage, caché parmi tous les documents juridiques standards que la plupart des gens se contentent de parcourir comme s'ils acceptaient les conditions générales d'iTunes, se trouvait un petit avenant que Clara m'avait pressé de signer juste avant notre mariage. À l'époque, elle avait fait passer cela pour une simple formalité juridique ennuyeuse sur laquelle l'avocat de sa famille avait insisté. Vous savez, le genre de paperasse fastidieuse qui vous fait les yeux hagards et vous donne envie de signer n'importe quoi et de passer à autre chose. C'est juste des choses standards, avait-elle dit avec ce doux sourire que je réalisais maintenant était aussi authentique qu'un faux billet de 3 $. L'avocat de mes parents est super paranoïaque à propos de la protection des biens familiaux. Vous savez comment sont les avocats. Ils rendent tout beaucoup plus compliqué que nécessaire. Elle en avait ri comme s'il s'agissait d'une autre responsabilité d'adulte ennuyeuse dont nous devions nous occuper, comme faire nos impôts ou penser à changer l'huile de nos voitures. Mais voici la chose à propos de moi. Je suis peut-être confiant, mais je ne suis pas complètement stupide. Quelque chose dans la façon dont elle me pressait de signer me semblait étrange. Comme quand un vendeur de voitures d'occasion essaie de vous presser de prendre une décision avant que vous ne puissiez trop réfléchir à savoir si vous avez vraiment besoin de cette garantie prolongée. Alors, j'avais discrètement emporté une copie de cet avenant à mon propre avocat quelques semaines avant le mariage, juste pour m'assurer que je ne signais pas accidentellement mon premier-né ou que je n'acceptais pas de lui donner mon rein si elle en avait un jour besoin. Mon avocat, un type astucieux nommé Davison, qui facturait à l'heure, mais qui valait chaque putain de centime, avait lu le document avec le genre d'attention minutieuse que Clara n'avait clairement pas attendu de quiconque. Quand il eut fini, il me regarda avec une expression qui était quelque part entre impressionné et inquiet. « Marcus », avait-il dit, se penchant en arrière dans sa chaise en cuir coûteuse. C'est soit l'œuvre de quelqu'un d'incroyablement naïf sur la façon dont fonctionnent les contrats de mariage. Soit de quelqu'un qui essaie de réaliser l'une des autodestructions les plus élaborées que j'ai jamais vues. Cet avenant dit en gros que si votre mariage est dissous en raison de fraude ou de tromperie de sa part, elle renonce à toutes les créances financières et doit restituer tous les cadeaux. Chaque dollar de soutien, tout. À l'époque, j'avais pensé que c'était simplement un langage juridique excessivement prudent conçu pour nous protéger tous les deux des gold diggers potentiels ou des chasseurs de fortune. Je veux dire, qui diable signerait sciemment quelque chose qui pourrait les ruiner complètement s'ils prévoyaient de commettre une fraude ? Cela semblait être le genre de clause qui n'entrerait en jeu que dans un scénario de feuilleton ridicule qui ne se produirait jamais dans la vie réelle. Mais maintenant, assis dans cette salle d'audience, regardant le monde soigneusement construit de Clara s'effondrer autour d'elle comme un château de cartes dans une tornade, j'ai réalisé qu'elle avait essentiellement écrit son propre arrêt de mort et m'avait tendu le stylo pour le signer. La femme avait été si confiante dans sa capacité à me manipuler qu'elle n'avait jamais envisagé la possibilité que son plan puisse se retourner contre elle de manière spectaculaire. J'ai fait un nouveau signe de tête à mon avocat, et il s'est levé avec le genre d'éclat dramatique que l'on ne voit habituellement que dans les films de tribunal. Votre honneur, je voudrais présenter des preuves supplémentaires directement pertinentes pour cette affaire. Il a remis une autre série de documents à la greffière, et j'ai vu le visage de Clara passer de pâle à absolument cendré alors qu'elle réalisait que d'une manière ou d'une autre, ce cauchemar allait empirer pour elle. Le juge a pris les papiers et a commencé à les lire avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait passé des décennies à démêler les embrouilles juridiques que les gens se créent. Alors que ses yeux parcouraient la page, je pouvais voir ses sourcils se lever de plus en plus haut, comme s'il lisait quelque chose qui était soit complètement brillant, soit absolument faux. C'est intéressant, a dit le juge, ce qui, en langage d'avocat, se traduit par « Mon Dieu, vous n'allez pas le croire ». Il a levé les yeux de ses papiers et a fixé Clara d'un regard qui aurait pu geler l'enfer. Madame Aye, êtes-vous familière avec le contenu de cet avenant à votre contrat de mariage ? Clara avait maintenant l'air de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle jouait à la roulette russe avec un pistolet entièrement chargé. Sa bouche bougeait, mais aucun son n'en sortait, comme si elle essayait de parler sous l'eau ou avait soudainement oublié comment fonctionnait le langage humain. Son avocat feuilletait frénétiquement ses propres copies des documents,
se demandant probablement comment diable il avait pu manquer quelque chose d'aussi important. L'avenant stipule clairement, a poursuivi le juge, sa voix portant le poids de la finalité juridique, que si ce mariage est dissous en raison de fraude ou de tromperie de la part de l'une ou l'autre partie, la partie coupable renonce à toutes les créances financières et doit restituer tous les cadeaux ou le soutien financier reçus pendant la relation. La salle d'audience était maintenant si silencieuse qu'on aurait pu entendre quelqu'un penser trop fort. Clara fixait le juge comme s'il parlait en ancien sumérien, incapable de réaliser que sa propre cupidité et son excès de confiance l'avaient amené à signer ce qui était essentiellement une confession et une punition, le tout réuni en un seul paquet juridique bien ficelé. Votre honneur, a finalement réussi à bégayer l'avocat de Clara, réalisant probablement que sa cliente venait d'être révélée comme quelqu'un qui s'était joué elle-même plus durement que quiconque dans l'histoire des procédures judiciaires. Ma cliente n'a peut-être pas pleinement compris les implications de, mais le juge l'a interrompu d'un signe de la main qui disait, gardez ça pour quelqu'un qui s'en soucie. Le document est clair. Et les propres messages textes de votre cliente fournissent de nombreuses preuves d'intention frauduleuse. Ce contrat est juridiquement contraignant et exécutoire. Et c'est là que Clara a complètement craqué. Voici la chose à propos des scandales familiaux. Ils se répandent plus vite que les ragots lors d'une réunion d'anciens élèves et frappent 2 fois plus fort qu'un drame de télé-réalité. La défaite au tribunal n'était que le prélude à l'apocalypse personnel de Clara. Ce qui s'est passé ensuite, c'était comme regarder des dominos tomber, sauf que chaque domino était une relation qu'elle avait passé des années à construire. Et ils s'effondraient tous avec le genre de destruction spectaculaire qui vous donne envie de prendre du popcorn et de vous installer pour le spectacle. La nouvelle s'est répandue dans le réseau familial de Clara avec l'efficacité d'une opération militaire et la subtilité d'une explosion nucléaire. Dans les 24 heures suivant la sentence, chaque tante, oncle, cousin et ami de la famille savait exactement ce qui s'était passé dans cette salle d'audience. Les réseaux sociaux s'en sont chargés, car apparemment, quelqu'un avait tweeté en direct toute la chose comme si c'était le Super Bowl des procédures de divorce. Les parents de Clara, Robert et Margaret Thornton, avaient passé la majeure partie de 2 ans à se vanter auprès de quiconque voulait bien les écouter du mariage parfait de leur fille. C'était le genre de personnes qui transformaient chaque conversation en une occasion de se vanter modestement de leurs enfants réussis. Le type qui pouvait d'une manière ou d'une autre intégrer les réalisations de Clara dans une discussion sur la météo ou le prix de l'essence. Ils s'étaient régalés de l'histoire de la façon dont leur brillante fille avait épousé un homme si réussi et stable, moi, et de la façon dont ils avaient élevé un enfant si merveilleux qui savait choisir les gagnants. Maintenant, ils étaient assis dans leur maison de banlieue impeccable, fixant probablement leur téléphone avec horreur alors que les notifications continuaient d'arriver. Des amis, des voisins et des associés leur envoyaient tous des liens vers des articles de presse, des publications sur les réseaux sociaux et probablement quelques mèmes de choix sur la chute spectaculaire de leur fille. Les mêmes personnes qui avaient été forcées d'écouter leur vantardise pendant des mois obtenaient maintenant une place au premier rang de leur humiliation. J'ai entendu par la rumeur, et laissez-moi vous dire que cette rumeur travaillait sans relâche, que la première confrontation familiale a eu lieu lors de ce qui était censé être un dîner du dimanche paisible. Vous savez, le genre, porcelaine fine, rôti soigneusement préparé. Tout le monde assis autour à faire semblant d'apprécier de passer du temps ensemble. Sauf que cette fois, au lieu de discuter de la météo ou de se plaindre des politiciens, ils géraient le fait que leur enfant prodige venait d'être démasqué comme une fraude de classe mondiale. L'oncle de Clara, Frank, un homme qui n'avait apparemment jamais appris l'art de la subtilité ou du tact, a été le premier à vraiment la remettre à sa place. Imaginez ceci. Un entrepreneur en construction d'une 60aine d'années qui avait bâti sa vie sur le travail acharné et l'honnêteté, découvrant soudain que sa nièce avait transformé le mariage en un stratagème pour s'enrichir rapidement. L'homme n'avait probablement jamais été aussi dégoûté par un autre être humain de toute sa vie. « Tu nous as tous déshonorés », aurait-il dit. Et selon les membres de la famille qui ont assisté à cet assassinat verbal, il aurait claqué son poing sur cette table de salle à manger coûteuse assez fort pour faire sauter la belle porcelaine. La même table où Clara avait probablement été assise enfant, apprenant les valeurs familiales et l'importance de l'intégrité, était maintenant le théâtre de l'assassinat complet de son personnage par ses propres parents de sang. Mais l'oncle Frank ne faisait que s'échauffer. Apparemment, l'homme avait accumulé des années d'opinion sur l'attitude arrogante de Clara, et ce scandale lui avait finalement donné la permission de tout déballer. Il s'était lancé dans une tirade sur la façon dont elle avait embarrassé tout le nom de la famille, comment elle les avait tous fait passer pour des gens qui avaient élevé une sociopathe arnaqueuse. Et comment il avait honte de partager de l'ADN avec quelqu'un qui pouvait être si calculatrice et sans cœur.
Le reste de la famille était resté assis en silence stupéfait, essayant probablement de comprendre que leur dîner du dimanche s'était transformé en un épisode de Jerry Springer. La mère de Clara, qui avait passé des décennies à perfectionner l'art de paraître raffinée et correcte, pleurait apparemment dans sa serviette, tandis que son père avait l'air de se demander sérieusement s'il n'était pas trop tard pour déshériter légalement une fille d'une trentaine d'années. Son frère Daniel, qui avait toujours admiré Clara comme si elle était une sorte de génie qui avait mieux compris la vie que quiconque, a cessé de lui parler complètement. C'était un homme qui l'appelait pour des conseils sur tout, des entretiens d'embauche à la marque de lessive à acheter. Il croyait sincèrement que Clara était cette brillante stratège qui pouvait naviguer dans n'importe quelle situation avec grâce et intelligence. Maintenant, il réalisait que son modèle était en fait une manipulatrice frauduleuse qui jouait avec les émotions des gens pour son profit personnel. L'admiration qu'il portait à sa sœur aînée avait été remplacée par le genre de dégoût que l'on réserve habituellement au fait de découvrir que son restaurant préféré sert de la viande périmée depuis des mois. Il aurait apparemment dit à d'autres membres de la famille qu'il se sentait idiot d'avoir jamais pensé que Clara était quelqu'un qui valait la peine d'être admiré. Même sa mère, qui avait passé toute la vie de Clara à trouver des excuses pour le comportement de sa fille et à la défendre contre toute critique, avait finalement atteint son point de rupture. Margaret Thornton, une femme qui avait perfectionné l'art du soutien passif-agressif et n'avait probablement jamais dit un mot dur sur Clara en public, admettait maintenant dans des conversations chuchotées avec des proches que sa fille avait complètement détruit sa vie par pure cupidité et stupidité. Je ne comprends pas comment nous avons élevé quelqu'un qui pouvait être si calculatrice. Elle aurait confié à la tante de Clara, Suzanne, lors d'un appel téléphonique qui n'était certainement pas censé être entendu. La Clara que je pensais connaître n'aurait jamais fait une chose pareille. J'ai l'impression de ne plus connaître ma propre fille. La famille qui avait autrefois poussé Clara à se marier pour le statut et la sécurité, car soyons honnêtes, ce sont probablement eux qui lui avaient mis ses idées en tête en premier lieu, la traitait maintenant comme une paria qui avait jeté l'opprobre sur toute la lignée. Les mêmes personnes qui l'avaient encouragée à trouver un mari avec de bonnes perspectives financières étaient maintenant horrifiées qu'elle ait poussé leurs conseils à un extrême aussi tordu. Les invitations de Noël étaient discrètement annulées. Les chats de groupes familiaux se taisaient chaque fois que Clara essayait de participer. La femme qui avait autrefois été le centre d'attention à chaque réunion de famille était maintenant systématiquement exclue du cercle social même qu'il avait façonné en la personne qu'elle était devenue. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la servir en dessert. Si vous pensez que la trahison familiale fait mal, attendez de voir ce qui se passe lorsque vos soi-disant amis découvrent que vous les avez traités comme des complices involontaires de votre plan de fraude élaboré. Le cercle social de Clara ne l'a pas seulement abandonnée. Ils se sont retournés contre elle avec l'efficacité vicieuse d'une meute de loups qui avait soudainement réalisé qu'il hébergeait un membre enragé depuis le début. C'était honnêtement beau à voir. De la même manière qu'une démolition contrôlée est belle lorsque vous regardez un bâtiment être réduit en ruine. L'ironie de toute la situation était que les amis de Clara étaient les mêmes personnes à qui elle se vantait dans ses messages textes incriminants. C'étaient les femmes à qui elle s'était confiée, avec qui elle avait ri, et apparemment utilisé comme sa section de cheerleader personnelle pendant qu'elle orchestrait ma destruction émotionnelle. Ce sont elles qui avaient reçu ces captures d'écran qui ont fini par être lues à haute voix au tribunal, les messages où elle détaillait son plan directeur pour me manipuler en soumission financière. Maintenant, imaginez être l'une de ses amies et réaliser soudain que vous avez été un accessoire au complot de quelqu'un pour commettre une fraude matrimoniale. Ces femmes n'étaient pas seulement gênées. Elles étaient furieuses de la manière dont seuls des amis trahis peuvent l'être. Le genre de colère qui pousse les gens à faire des choses comme faire des captures d'écran de chaque conversation qu'ils ont eue avec vous et les partager dans des chats de groupe avec des légendes comme « Pouvez-vous croire que je pensais que cette psychopathe était mon amie ?» Les captures d'écran des messages originaux de Clara se sont répandues dans leur cercle social plus vite qu'une rumeur de mort de célébrité sur Twitter. Chaque femme de leur groupe d'amis voyait soudainement exactement ce que Clara pensait vraiment du mariage, de l'engagement et de la décence humaine fondamentale. Elles avaient un aperçu des coulisses de la façon dont quelqu'un en qui elles avaient confiance s'était moqué de la manipulation d'un autre être humain pour un gain financier. Sarah Martinez, qui avait été la demoiselle d'honneur de Clara et avait probablement passé des semaines à aider à planifier notre mariage, a apparemment été la première à réaliser qu'elle avait été manipulée. Selon le réseau de Rago, qui était d'une manière ou d'une autre plus efficace que le FBI. Sarah avait appelé Clara quelques heures après la révélation de l'histoire du tribunal et l'avait absolument détruite au téléphone. « Tu m'as rendu complice de ça. » Sarah aurait crié, sa voix portant le genre de fureur qui vient de la réalisation que l'on a été utilisé par quelqu'un que l'on considérait comme une amie proche.
Je t'ai aidé à planifier un mariage qui était essentiellement une escroquerie élaborée. Je me tenais là à tes côtés pendant que tu mentais à tout le monde, y compris à moi. As-tu la moindre idée de ce que ça me fait? Mais Sarah n'avait pas terminé. Apparemment, elle avait passé les 20 minutes suivantes à détailler exactement comment la tromperie de Clara l'avait fait remettre en question chaque conversation qu'elles avaient eue, chaque conseil que Clara lui avait donné, et chaque moment de leur amitié. Elle avait terminé l'appel en disant à Clara qu'elle ne voulait plus jamais la voir ni entendre parler d'elle, et que si Clara essayait un jour de la contacter, elle transmettrait tout directement à mon avocat. Le chat de groupe qui avait autrefois été la principale source de validation et de soutien de Clara s'est transformé en ce qui ne pouvait être décrit que comme une exécution publique numérique. Les messages volaient d'avant en arrière plus vite que les insultes lors d'un débat politique, chaque ami essayant de surpasser les autres en exprimant son dégoût et son indignation d'avoir été trompé. Jennifer Chin, qui avait toujours été le membre le plus diplomate de leur groupe d'amis, a apparemment été celle qui a vraiment enfoncé le couteau. Clara, avait-elle écrit dans un message qui a été immédiatement capturé et partagé avec tous ceux qui l'avaient écouté. J'ai pensé à toutes les fois où tu t'es plainte de Marcus. Toutes les fois où tu l'as fait passer pour déraisonnable ou exigeant. Maintenant, je réalise que tu étais juste en train de jeter les bases de ton récit de victime. C'est un comportement sociopathique. La beauté des amitiés féminines, c'est que lorsqu'elles deviennent nucléaires, elles deviennent vraiment nucléaires. Il ne s'agissait pas seulement de simples connaissances qui rompaient les liens. C'étaient des femmes qui avaient partagé des secrets, se sont soutenues mutuellement lors de ruptures, ont célébré des promotions ensemble, et savaient probablement où tous les cadavres étaient enterrés dans la vie de l'autre. Lorsque ce niveau d'intimité est utilisé comme une arme contre vous, c'est comme être frappé par un train de marchandises fait de pure destruction sociale. Marissa Thompson, la meilleure amie de Clara et la personne en qui elle avait probablement le plus confiance au monde, a porté ce qui devait être le coup le plus dévastateur de tous. Marissa était le genre d'amie qui avait été là à chaque événement majeur de la vie. Celle que Clara appelait quand elle avait besoin de conseils, de soutien, ou simplement de quelqu'un pour l'écouter se plaindre de ce qui la tracassait cette semaine-là. Leur dernière conversation, que Marissa a apparemment partagée avec plusieurs personnes parce qu'elle était tellement dégoûtée, était le genre d'assassinat d'amitié qui ne laisse aucun survivant. Tu t'es détruite toi-même, Clara, avait dit Marissa, sa voix assez froide pour congeler de l'eau bouillante. Ne m'appelle plus. Ne m'envoie plus de messages. Ne pense même pas à essayer d'expliquer ça ou de trouver des excuses. Tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais, et j'ai honte de t'avoir jamais appelé mon ami. Le rejet de Marissa a frappé Clara plus fort que tout le reste. Parce que Marissa avait été son roc, sa confidente, la seule personne sur qui elle avait toujours pu compter pour prendre son parti quoi qu'il arrive. Perdre cette relation, c'était comme perdre un membre. Soudain, choquant et altérant la vie de manière permanente. Mais l'aspect des médias sociaux de la chute de Clara a été le plus brutal. Ces femmes n'ont pas seulement rompu les liens en privé. Elles se sont assurées que tout le monde savait exactement pourquoi elles prenaient leur distance avec Clara. Les histoires Instagram, les publications Facebook, les tweets subtils et les captures d'écran de groupes de discussion volaient comme des confettis lors d'un défilé célébrant la mort sociale de Clara. Entrer dans des fêtes est devenu un exercice d'humiliation publique pour Clara. Les mêmes événements sociaux où elle avait autrefois été le centre d'attention, tenant la cour avec ses observations spirituelles et ses histoires soigneusement sélectionnées, la mettaient désormais en vedette comme le principal sujet de conversation. Mais pas dans le bon sens. Les gens s'arrêtaient littéralement de parler quand elle entrait dans une pièce, non par respect, mais parce qu'ils discutaient tous de son dernier scandale et ne voulaient pas qu'elle entende les détails particulièrement brutaux. Les chuchotements la suivaient partout. C'est la femme qui a essayé d'arnaquer son mari. Pouvez-vous croire qu'elle a tout planifié depuis le début? J'ai entendu dire qu'elle était complètement ruinée maintenant et que sa famille ne lui parle même plus. Le moulin à ragots fonctionnait à plein régime et Clara était le principal ingrédient broyé pour le divertissement de tous. Ces flux de médias sociaux, qui avaient autrefois été des vitrines soigneusement organisées de sa vie fabuleuse, sont devenus des villes fantômes d'engagement. Vous savez ce qu'on dit de Karma? Eh bien, Karma a apparemment un doctorat en destruction complète et une spécialisation pour s'assurer qu'aucune pierre n'est laissée au hasard lorsqu'il s'agit de rendre la justice. Clara pensait que son lieu de travail serait une sorte de sanctuaire face à la tempête qui engloutissait tous les autres aspects de sa vie, mais elle avait autant tort que quelqu'un qui apporte un couteau à un duel armé ou qui tente d'utiliser Internet Explorer en 2025. Clara travaillait chez Henderson et Associés,
l'une de ces entreprises de conseil de taille moyenne qui prospère en maintenant une réputation impeccable et attire des clients prêts à payer des prix exorbitants pour le privilège de travailler avec des professionnels réputés. Ce sont le genre d'endroits où votre image personnelle est presque aussi importante que votre performance professionnelle réelle, où les événements de réseautage sont essentiellement des fonctions sociales obligatoires, et où les ragots de bureau voyagent plus vite que les mauvaises nouvelles lors d'une réunion de famille. La chose à propos des environnements professionnels dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui, c'est que les scandales ne restent pas privés longtemps, surtout quand ils impliquent la fraude. Des procédures judiciaires et le genre de détails croustillants qui font oublier aux gens n'importe quelle série Netflix qu'ils étaient en train de regarder. Dans les 48 heures suivant le drame au tribunal, la vie professionnelle de Clara allait devenir aussi toxique qu'une décharge de déchets nucléaires. Cela a commencé par les chuchotements, car c'est ainsi que les choses commencent toujours dans le monde de l'entreprise américaine. Des collègues qui avaient autrefois échangé des plaisanteries sur leurs projets de week-end et se plaignaient des réunions du lundi matin se regroupaient maintenant autour des machines à café et des fontaines à eau pour discuter de l'implosion personnelle spectaculaire de Clara sur des tons feutrés. Habituellement réservés à la discussion de licenciement ou de scandales de harcèlement sexuel. Avez-vous entendu parler de Clara Haye est devenue la phrase d'ouverture de chaque conversation de bureau cette semaine-là. L'histoire se répandait dans le bâtiment comme un feu de brousse dans une sécheresse, chaque récit ajoutant de nouveaux détails et des réactions de plus en plus horrifiées. Les gens sortaient les dossiers du tribunal sur leur téléphone pendant les pauses déjeuner, partageaient des captures d'écran d'articles de presse et de messages de groupe. Et transformaient essentiellement la chute de Clara en la chose la plus divertissante qui soit arrivée à leur bureau depuis que quelqu'un avait accidentellement répondu à tous à un email à l'échelle de l'entreprise avec sa lettre de démission. Les conversations dans les couloirs étaient brutales dans leur cruauté désinvolte. Clara passait devant des groupes de collègues qui s'arrêtaient soudain de parler et la regardaient avec le genre de fascination morbide habituellement réservé aux accidents de voiture ou aux échecs de télé-réalité. C'étaient des personnes avec qui elle avait travaillé pendant des années, partagé des projets, peut-être même bu un verre après des échéances particulièrement stressantes. Maintenant, il la regardait comme si elle était une sorte d'animal de zoo exotique qui s'était soudainement révélé être un prédateur dangereux. Son superviseur direct, Michael Patterson, faisait probablement des cauchemars à propos du désastre potentiel en matière de relations publiques qui siégeait maintenant dans son département. Patterson était le genre de cadre intermédiaire qui avait passé toute sa carrière à éviter soigneusement tout ce qui pourrait nuire à son jugement ou à ses capacités de leadership. Qu'un employé soit démasqué comme fraudeur matrimonial n'était certainement pas le genre d'expérience qu'il espérait ajouter à son CV. Le premier signe réel que la vie professionnelle de Clara était en train de sombrer est survenu lorsqu'elle a été discrètement retirée des projets en contact direct avec la clientèle. Soudain, les présentations qu'elle devait donner étaient réaffectées à d'autres membres de l'équipe avec des excuses fallacieuses de redistribution de la charge de travail et de réalignement stratégique. Les clients avec lesquels elle cultivait des relations depuis des mois étaient confiés à des collègues qui ne pouvaient probablement pas croire leur chance d'hériter de comptes aussi précieux. Mais le véritable coup de grâce professionnel est survenu lors de l'événement de réseautage trimestriel que Henderson et Associés organisaient pour ses plus grands clients et partenaires industriels. C'était le genre de rassemblement d'entreprises mielleux où les affaires se concluaient autour de cocktails trop chers et où les gens échangeaient des cartes de visite comme s'ils échangeaient des cartes Pokémon. Clara avait toujours prospéré lors de ces événements, utilisant son charme et son esprit pour nouer le genre de relations professionnelles qui se traduisaient par des revenus et des avancées de carrière. Cette fois, entrer dans cet événement de réseautage, c'était comme entrer dans la fosse aux lions en portant un costume de viande. Toute la pièce semblait changer quand elle entrait. Les conversations s'interrompaient au milieu d'une phrase alors que les gens la reconnaissaient grâce à la couverture médiatique et aux discussions sur les réseaux sociaux qui avaient circulé toute la semaine. Le genre d'attention qu'elle recevait n'était pas la reconnaissance respectueuse à laquelle elle était habituée. C'était la curiosité voyeuriste des gens qui regardaient une célébrité s'effondrer en temps réel. James Morrison, un client potentiel qu'elle courtisait depuis des mois, l'a approché près du bar avec une franchise à la fois rafraîchissante et absolument dévastatrice. « N'êtes-vous pas la femme qui a essayé d'escroquer son mari ?» a-t-il demandé assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. L'homme n'a même pas essayé de baisser la voix ou de faire semblant d'être diplomate. Il était réellement curieux de savoir s'il parlait à la personne dont la fraude matrimoniale était devenue la conversation autour de la machine à café dans toute l'industrie. Le silence qui a suivi sa question était si complet qu'on aurait pu entendre la carrière de quelqu'un mourir. Chaque conversation dans leur voisinage immédiat s'est arrêtée alors que les gens se tournaient pour observer la réponse de Clara.
espérant probablement une sorte de confession dramatique ou d'effondrement qu'il pourrait partager sur LinkedIn plus tard comme un conte édifiant sur l'intégrité professionnelle. La réponse de Clara fut aussi efficace que d'essayer d'éteindre un feu de forêt avec un pistolet à eau. Elle bégaya quelque chose à propos de malentendus et de complications juridiques, mais Morrison avait déjà mentalement quitté la conversation. Il la regardait avec le genre d'expression que les gens adoptent lorsqu'ils réalisent qu'ils ont parlé à quelqu'un qui pourrait être fondamentalement indigne de confiance dans les transactions commerciales. « Je pense que nous allons choisir une autre entreprise pour nos besoins en conseil, » dit Morrison, son ton portant la finalité d'un juge prononçant un verdict. « Nous préférons travailler avec des organisations qui démontrent des normes éthiques constantes. » Il s'éloigna sans un mot de plus, laissant Clara là, comme quelqu'un qui venait d'être publiquement largué à son propre mariage. Les ondes de cette conversation se répandirent dans l'événement de réseautage plus vite que des ragots dans une petite ville. D'autres clients potentiels qui avaient envisagé Henderson et associés avaient soudain des doutes quant à travailler avec une entreprise qui employait quelqu'un qui avait été démasqué comme fraudeur. La présence de Clara ne manquait pas seulement de générer des affaires. Elle coûtait activement de l'argent et de la réputation à l'entreprise. Ses collègues la regardaient avec des expressions allant de la sympathie embarrassée au dégoût pur et simple. C'étaient des gens qui comprenaient que leur réputation professionnelle était directement liée à l'image de l'entreprise. Et Clara était devenue un fardeau ambulant qui menaçait les perspectives de carrière de tout le monde. Imaginez ceci. Une femme qui vivait autrefois comme si elle était la star de sa propre émission de télé-réalité se retrouvant soudainement dans le rôle de la tragique méchante d'un conte édifiant que personne ne veut regarder. La chute de Clara n'était pas seulement spectaculaire. C'était le genre de destruction de vie complète qui vous fait vous demander si l'univers a un sens de l'humour malade et aime vraiment regarder les gens qui se croient plus intelligents que tout le monde se faire servir leur juste récompense glacée avec une pincée d'humiliation publique. Isolée de sa famille, abandonnée par ses amis, et professionnellement blacklistée plus vite qu'un communiste pendant la peur rouge, Clara vivait ce qu'on pourrait appeler le forfait complet d'expérience karmique. La femme qui avait passé des années à construire ce qu'elle pensait être un empire social inébranlable l'avait vu s'effondrer plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. Et maintenant, elle était assise dans les ruines, se demandant comment diable tout avait pu aller si spectaculairement mal. La partie la plus satisfaisante de toute cette situation, et oui, j'avoue que j'en savourais chaque seconde, c'était d'apprendre par la rumeur les changements dramatiques dans ses conditions de vie. Clara était passée de notre belle maison de banlieue avec ses comptoirs en granit, ses dressings et le genre de quartier où les gens arrosaient réellement leur pelouse à la location d'un petit appartement triste en bordure de ville. Probablement meublé d'un réfrigérateur de l'ère Clinton et d'une moquette qui avait connu de meilleurs jours. Ce n'était pas juste une réduction de taille. C'était une chute libre de la première classe à la soude de la vie. La femme qui avait l'habitude de faire ses courses dans des boutiques où on connaissait son nom et on lui apportait du champagne pendant qu'elle essayait des robes de créateur était maintenant probablement en train de découper des coupons et de faire ses courses dans des magasins discount où l'éclairage fluorescent faisait ressembler tout le monde à des figurants d'un film de zombies. Les rapports que je recevais de connaissances mutuelles dépeignaient quelqu'un qui était passé d'influenceuse Instagram à ermite tragique en un temps record. Clara avait complètement cessé de publier ses photos soigneusement sélectionnées de sa vie fabuleuse qui faisait autrefois sentir à ses abonnés qu'ils n'étaient pas à la hauteur de leur propre existence. Sa présence sur les médias sociaux, qui avait été un flot ininterrompu de tenues de créateurs, de dîners coûteux et de destinations de vacances exotiques, s'était éteinte comme un restaurant qui a fait faillite, mais a oublié de changer son annonce Google. Le silence était assourdissant de la plus belle des manières possibles. C'était une femme qui avait construit toute son identité autour de la projection du succès et de la supériorité, qui n'avait jamais rencontré un miroir devant lequel elle ne voulait pas poser ou un rassemblement social qu'elle ne pouvait pas transformer en son moment personnel sous les projecteurs. Maintenant, elle vivait comme une sorte d'ermite des temps modernes. Probablement à passer ses journées à regarder des émissions Netflix sur la vie plus intéressante des autres et à commander des plats à emporter dans des endroits qui n'acceptaient certainement pas l'American Express. Mais le vrai coup de grâce a été d'entendre parler de son état émotionnel par des gens qu'il avait accidentellement croisés en ville. Ce n'étaient pas des amis proches qui prenaient de ses nouvelles. N'oubliez pas, elle n'en avait plus. C'étaient des connaissances aléatoires, d'anciens collègues et des personnes qui la connaissaient socialement, mais qui n'étaient pas assez investies dans son bien-être pour se retrouver prises dans le drame. Selon ses rapports de seconde main, Clara était devenue le genre de personne qui pleurait souvent et suppliait quiconque voulait l'écouter d'entendre sa version de l'histoire. La femme qui avait autrefois attiré l'attention partout où elle allait essayait maintenant désespérément d'attirer l'attention sur son histoire larmoyante, sur la façon dont elle avait été mal comprise,
comment toute la situation avait été exagérée. Et comment elle était en fait la victime de tout cela. Rachel Davis, quelqu'un qui avait travaillé avec Clara dans un emploi précédent et ne lui avait pas parlé depuis plus d'1 an, m'a raconté l'avoir croisée dans une épicerie qui était certainement plusieurs crans en dessous des marchés biologiques que Clara fréquentait autrefois. Elle avait l'air terrible, avait dit Rachel, secouant la tête avec le genre de pitié que l'on réserverait à voir une ancienne célébrité travailler dans une station-service. Ses cheveux étaient en pagaille. Elle ne portait pas de maquillage, et elle portait des pantalons de survêtement qui semblaient avoir été portés pendant une semaine. Mais l'apparence n'était même pas la partie la plus pathétique. Apparemment, Clara avait acculé Rachel dans le rayon des céréales et s'était lancée dans un monologue désespéré sur la façon dont tout le monde avait mal compris la situation, comment Marcus, c'est-à-dire moi, avait manipulé les preuves pour la faire passer pour mauvaise et comment elle était en fait la victime d'un plan élaboré pour détruire sa réputation. Elle pleurait là, entre les Cheerios et les Lucky Charms, m'avait dit Rachel, appréciant probablement l'ironie de Clara ayant une crise de nerfs dans l'endroit le plus banal possible. Elle n'arrêtait pas de dire que les gens ne comprenaient pas toute l'histoire, qu'il y avait des choses à propos de Marcus que personne ne savait, et qu'elle était piégée dans une situation impossible. Le désespoir dans la voix de Clara avait apparemment été si intense que d'autres clients commençaient à fixer et à chuchoter entre eux. Rachel, qui essayait juste d'acheter des courses et de continuer sa journée, a dû se sortir de la conversation comme si elle s'échappait d'une présentation de multipropriété particulièrement agressive. Des histoires similaires ont commencé à surgir d'autres personnes en ville. Clara avait apparemment l'habitude d'approcher quiconque montrait le moindre signe de familiarité, puis de se lancer dans des tentatives épuisantes de réhabiliter son image ou de gagner de la sympathie pour sa situation. Elle était comme un disque rayé d'apitoiement, essayant constamment de réécrire le récit de ce qui s'était passé et de convaincre les gens qu'elle méritait de la compassion plutôt que de la condamnation. La femme qui avait autrefois prospéré en étant enviée était maintenant réduite à mendier la sympathie humaine de base de personnes qui la connaissaient à peine. Elle était passée de la personne que tout le monde voulait fréquenter à la personne que tout le monde évitait activement. Comme si elle portait une sorte de maladie sociale qui pourrait être contagieuse. Sans moi, sans mon soutien financier, sans mes relations sociales et sans le style de vie que je lui offrais, Clara avait été forcée de faire face à la réalité qu'elle avait construit toute son existence sur une base faite des ressources et de la bonne volonté des autres. Quand tout cela lui a été retiré, il ne restait plus qu'une femme triste et solitaire, assise dans un appartement minable, entourée des conséquences de sa propre cupidité et de sa manipulation. Vous savez ce qu'on dit, on ne peut pas échapper à son passé? Eh bien, apparemment la même règle s'applique à votre ex-femme, surtout quand elle a été réduite à hanter les mêmes lieux publics que les gens normaux au lieu de se cacher sous le rocher où elle a vécu depuis l'implosion de sa vie. Je passais une soirée parfaitement agréable chez Romano S, ce restaurant italien décent qui sert des pâtes qui n'ont pas le goût de sortir d'une boîte, et du vin qui ne vous donne pas un mal de tête instantané. Quand le destin a décidé de me servir un plat d'accompagnement de justice poétique que je n'avais certainement pas commandé, j'attendais ce dîner avec impatience toute la semaine. Après des mois à traiter avec des avocats, des procédures judiciaires et le désordre général qu'avaient été mon mariage et mon divorce ultérieur, je commençais enfin à me sentir de nouveau comme un être humain au lieu d'un personnage dans un feuilleton tordu. Le restaurant était animé, mais pas bondé, rempli du genre de bavardage confortable et de cliquetis d'argenterie qui vous rappellent pourquoi les gens aiment vraiment sortir manger. J'étais à mi-chemin de ce qui devait être le meilleur poulet parmesan que j'ai eu depuis des années, me relaxant vraiment pour la première fois depuis des mois quand je l'ai aperçu. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours parce que la femme assise seule à une table dans un coin ressemblait à la sœur de Clara, beaucoup moins réussie, qui avait été frappée par un bus puis traînée à reculons dans un rayon de liquidation de grands magasins. Clara était assise seule, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose n'allait pas du tout. C'était une femme qui n'avait jamais mangé seule en public de toute sa vie. Elle était toujours entourée d'amis, de collègues, ou à minima d'une pauvre âme qu'elle avait acculée à écouter sa dernière histoire dramatique. La voir seule, c'était comme voir un paon avec toutes ses plumes arrachées. Pathétique et vaguement dérangeant. Ses cheveux, qui avaient toujours été parfaitement coiffés comme si elle était prête pour une séance photo de magazine à tout moment, semblaient avoir été dormis dessus pendant environ 3 jours d'affilée sans prendre la peine de se regarder dans un miroir. Les tenues de créateur qui lui avaient autrefois donné l'air de sortir d'un défilé avaient été remplacées par ce qui pourrait être charitablement décrit comme du chic de liquidation. Le genre de vêtements que l'on achète quand on n'est plus préoccupé de couvrir son corps que de faire une quelconque déclaration de mode. Mais c'est sa posture qui a vraiment fait comprendre à quel point elle était tombée.
Clara était penchée sur son téléphone comme si c'était la dernière source de chaleur dans un désert gelé, défilant avec l'intensité désespérée de quelqu'un qui vérifie si quelqu'un, n'importe où, se soucie encore de son existence. La présence confiante et imposante qui avait autrefois fait d'elle le centre d'attention dans n'importe quelle pièce avait été remplacée par la posture dégonflée de quelqu'un qui avait été complètement vaincu par la vie. Je me demandais si je pouvais finir mon repas et m'échapper sans qu'elle ne me remarque. Car honnêtement, je passais une si bonne soirée et je n'avais pas besoin qu'elle soit gâchée par l'enfer que Clara pourrait essayer de me faire vivre quand elle leva les yeux de son téléphone et que nos regards se croisèrent à travers le restaurant. La reconnaissance la frappa au visage comme un coup physique. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir là, dans sa triste petite banquette de coin. Mais ensuite, quelque chose changea dans son expression. Une sorte d'espoir désespéré mêlé de panique. Et je savais que j'allais avoir droit à une performance qui ferait passer la télévision de jour pour subtile en comparaison. Elle s'est pratiquement levée de sa chaise et s'est précipitée vers ma table avec le genre d'énergie frénétique que l'on voit habituellement chez les gens qui se noient et viennent de repérer une bouée de sauvetage. Les autres convives commençaient à remarquer le remue-ménage, se demandant probablement s'ils allaient assister à une sorte de crise publique qu'ils pourraient poster sur leurs réseaux sociaux plus tard. « Marcus, s'il te plaît, juste une minute, dit-elle, et sa voix se brisait déjà comme si elle se préparait à une scène dramatique qui rendrait les lauréats des Oscars jaloux. « S'il te plaît, j'ai juste besoin d'une minute de ton temps. » Je la regardais, observant l'étendue de sa transformation, d'artiste de la manipulation réussie à ce triste personnage qui se tenait à côté de ma table. Une partie de moi ressentit quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Si la pitié n'était pas complètement éclipsée par la satisfaction de voir quelqu'un qui avait essayé de détruire ma vie obtenir exactement ce qu'il méritait. J'ai tout perdu, continua-t-elle, prenant apparemment mon silence comme une permission de continuer ce qui allait clairement être la performance de sa vie. Ma famille m'a complètement renié. Ils ne prennent pas mes appels. Ils m'ont retiré de toutes les réunions de famille. Et ma propre mère m'a dit qu'elle avait honte d'avoir élevé quelqu'un comme moi. Des larmes commençaient à couler sur son visage, et je devais lui accorder cela. Elle s'engageait vraiment dans ce rôle de victime tragique qui avait été lésée par un monde cruel. Le restaurant devenait plus silencieux alors que les autres convives essayaient de faire semblant de ne pas écouter ce qui allait évidemment être un dîner-théâtre de première qualité. Mes amis sont tous partis, sanglota-t-elle, sa voix devenant plus aiguë et plus désespérée à chaque mot. Des gens que je connaissais depuis des années, des gens que je pensais seraient toujours là pour moi. Ils ont tous disparu. Ils ne répondent pas à mes appels. Ils m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai essayé de me présenter à la fête d'anniversaire de Jessica le mois dernier, ils m'ont littéralement demandé de partir. Elle se mettait vraiment dans le bain maintenant, gesticulant sauvagement comme si elle auditionnait pour une production scénique particulièrement mélodramatique. Au travail, ils me traitent comme si je n'existais pas. J'y étais respecté, Marcus. J'étais bonne dans mon travail. J'apportais des clients. Je faisais de réelles contributions. Maintenant, ils m'ont pratiquement complètement mise sur la touche. Je reste à mon bureau toute la journée sans rien de significatif à faire. Et je peux entendre les gens chuchoter à mon sujet chaque fois que je passe. Le désespoir dans sa voix devenait presque palpable, remplissant l'espace entre nous comme de la fumée d'un incendie de maison. J'ai tout détruit, Marcus. J'ai détruit tout ce que nous avions ensemble. Tout ce que nous aurions pu être. J'étais stupide et cupide et je pensais que j'étais tellement plus intelligente que tout le monde. Mais je ne l'étais pas. J'étais juste une idiote qui a gâché la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Puis vint le grand final. Le moment qu'elle avait probablement répété dans le miroir de sa salle de bain pendant des semaines. S'il te plaît, j'ai besoin d'une autre chance. Je sais que je ne la mérite pas. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais je t'en supplie. Je ne peux plus vivre comme ça. Les semaines qui ont suivi cette rencontre au restaurant ont été comme regarder le dernier acte d'une tragédie où le personnage principal refuse d'accepter que le rideau est déjà tombé. La supplique désespérée de pardon de Clara avait été accueillie par le genre de réponse froide et calculée qu'elle aurait probablement dû attendre de quelqu'un dont elle avait tenté de détruire systématiquement la vie. Mais apparemment, l'illusion à la vie dure quand on se noie dans les conséquences de sa propre stupidité. Tu as fait ton choix, lui ai-je dit cette nuit-là, me levant de ma table avec le genre de finalité calme qui vient de l'avantage enfin acquis dans une situation qui m'avait autrefois fait me sentir impuissant. Maintenant, tu dois vivre avec.
Ces 8 mots contenaient des mois de douleur, de trahison et de colère justifiée distillés dans leur forme la plus pure. J'étais parti de ce restaurant avec le sentiment d'avoir tourné la dernière page du pire livre que j'ai jamais été forcé de lire. Mais Clara n'était apparemment pas prête à accepter que l'histoire était terminée. Dans les semaines qui ont suivi, elle a lancé ce qui ne pouvait être décrit que comme un assaut à grande échelle contre ma tranquillité d'esprit. Utilisant toutes les formes de communication disponibles à l'humanité moderne dans une tentative désespérée de me convaincre qu'il y avait encore une chance de rédemption dans cette épave en feu de ce qui avait été autrefois notre mariage. Cela a commencé par des messages textes. Le genre de roman pathétique et décousu que les gens écrivent lorsqu'ils font des crises émotionnelles à 3 heures du matin et pensent que la quantité de mots peut d'une manière ou d'une autre compenser la qualité du caractère. Ce n'étaient pas les messages courts et manipulateurs qu'elle m'envoyait autrefois pendant notre mariage. C'étaient des dissertations épiques d'apitoiement et de désespoir qui auraient fait paraître la littérature russe joyeuse en comparaison. Marcus, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais je ne peux pas arrêter de penser à ce que tu as dit au restaurant. Lisez un message qui n'était apparemment que la ligne d'ouverture de ce qui s'est transformé en un manifeste de 3000 mots sur sa nouvelle conscience de soi et son désir de faire amende honorable. Lire ces messages, c'était comme regarder quelqu'un effectuer une chirurgie émotionnelle sur lui-même sans anesthésie. Douloureux, salissant et finalement infructueux. Quand les messages textes n'ont généré aucune réponse de ma part. Parce qu'honnêtement, qu'étais-je censé dire à quelqu'un qui avait passé des paragraphes à expliquer comment elle avait enfin compris la profondeur de ses erreurs et était prête à faire tout ce qu'il fallait pour regagner ma confiance? Elle est passée aux emails. Ce n'étaient pas les communications brèves et professionnelles que les personnes civilisées envoient à leurs ex-conjoints concernant le partage des biens ou la finalisation des papiers. C'était le genre de débordements émotionnels épiques qui auraient fait la fierté d'un écrivain de Telenovela. Les lignes d'objet à elles seules suffisaient à me faire douter de la prise de Clara sur la réalité. S'il vous plaît, lisez ceci. C'est important. Je sais que vous me détestez, mais s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes. La vérité sur tout ce qui s'est passé. Et mon préféré personnel, je ne suis pas la personne que vous pensez que je suis. Ce dernier était particulièrement riche étant donné que la personne que je pensais qu'elle était avait été révélée par ses propres messages textes et confirmée par un juge en audience publique. Mais la campagne de harcèlement numérique de Clara n'était que l'échauffement de l'événement principal qui allait se dérouler. Lorsque les emails n'ont pas généré la réponse qu'elle cherchait désespérément, elle est passée aux appels téléphoniques avec la persistance d'une télévendeuse à qui on a promis une commission sur chaque vente et le désespoir de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il est complètement seul au monde. Les premiers appels sont arrivés à des heures raisonnables, probablement au moment d'un impact maximal où elle pensait que je pourrais réellement répondre. Quand ceux-ci sont allés directement à la messagerie vocale. Parce que j'avais appris ma leçon sur l'engagement avec la folie, elle a commencé à appeler à des intervalles de plus en plus désespérés. Des appels tôt le matin avant que je ne parte au travail, des appels l'après-midi pendant les pauses déjeuner, des appels le soir quand elle pensait probablement que je serais détendu et plus réceptif à elle. Chaque message vocal était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle déguisé en remords sincères. Marcus, s'il te plaît, décroche. Je sais que tu filtres probablement mes appels, mais j'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose d'important. Ou, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui n'allait pas entre nous, et je pense que je comprends enfin pourquoi tu es si en colère. La femme s'était apparemment convaincue que le problème n'était pas sa fraude calculée et sa manipulation émotionnelle, mais plutôt mon incapacité à comprendre correctement ses motivations émotionnelles complexes. Mais la vraie rupture psychologique est survenue lors de ce que je considère maintenant comme la nuit des 187 appels manqués. Une phrase qui sonne comme le titre d'un film d'horreur sur le harcèlement technologique. J'étais allé me coucher tôt après une journée de travail particulièrement bonne. Le genre de journée qui me rappelait que la vie après Clara était en fait plutôt bonne quand on n'avait pas quelqu'un qui essayait activement de saboter son bien-être émotionnel. J'ai mis mon téléphone en silencieux et l'ai posé sur la table de nuit, m'attendant à me réveiller avec peut-être quelques emails professionnels et peut-être un message d'un ami concernant des projets de week-end. Ce à quoi je me suis réveillé à la place, c'est un téléphone qui ressemblait à la cible d'une sorte de campagne de bombardement numérique. L'écran de notification était si plein d'appels manqués que j'ai dû faire défiler pendant ce qui m'a semblé être des minutes juste pour tous les voir. 187 appels manqués, tous de Clara. Tous entre 23h et 6h du matin. La femme avait apparemment passé toute la nuit à appuyer sur le bouton de recomposition comme si c'était une sorte d'activité thérapeutique, probablement convaincue que si elle continuait d'essayer, je finirais par craquer et répondre au téléphone.
Les messages vocaux qui accompagnaient ce marathon de désespoir dépeignaient quelqu'un qui avait complètement perdu le contact avec la réalité. Ils ont commencé relativement cohérents. Des suppliques plus pathétiques pour le pardon et des explications sur la façon dont elle avait changé. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait et que les appels continuaient, ils ont dégénéré en rage de plus en plus dérangés sur le fait que j'étais déraisonnable, qu'elle méritait une chance de s'expliquer et que notre amour était trop fort pour être détruit par une seule erreur. À la fin de la séquence, Clara sanglotait au téléphone, me suppliant de me souvenir des bons moments que nous avions passés ensemble, et insistant sur le fait que la femme qui avait prévu de me manipuler pour un gain financier n'était pas la vraie Clara. Apparemment, la vraie Clara était ce personnage réformé qui avait appris de ses erreurs et était prête à construire quelque chose de beau ensemble. Je n'ai écouté aucun de ces messages vocaux. Je n'avais pas besoin d'entendre la version des événements de Clara ou ses tentatives désespérées de réécrire l'histoire. Les faits étaient simples. Elle m'a refusé l'intimité, le respect et l'honnêteté tout au long de notre mariage. Et maintenant, la vie lui refusait la sécurité et le confort auquel elle pensait avoir droit. La belle symétrie de tout cela était plus satisfaisante que n'importe quelle conversation que nous aurions pu avoir.